me suis pas présentée. Donc, Magali, je travaille au Miramap et donc je fais partie du groupe de travail sur l'accessibilité du Miramap et notamment du petit groupe, d'un sous-groupe qui travaille sur le montage de ce cycle depuis maintenant. J'ai l'impression qu'on a commencé à y réfléchir l'année dernière à cette même période. En fait, on s'est dit, il nous faut des web rencontres. Donc, c'est là où on a commencé à bien s'y atteler. Et donc, voilà, il y a plusieurs personnes du groupe qui sont là ce soir. Il y a Noémie, qui est Bénédicte, Mireille, Geneviève, Marc, qui a coupé sa caméra, mais il y a son prénom, Sylvia, mais je vais lui donner la parole pour vraiment introduire la thématique et puis pourquoi on est là ce soir. Alors, je vois pas tout le monde. Eric aussi, qui est par ici, Agnès, qui est d'EPAMA, et on lui donnera largement la parole ce soir. Ah, bah, Elisabeth qui était au téléphone aussi, qui suit les travaux. Et puis il y a peut-être d'autres personnes, et je m'excuse, Evelyne aussi qui est là. Et là, d'un coup, il y a un peu trop de monde pour moi pour repérer tout le monde. Donc, voilà, ça c'était pour les petites présentations du groupe de travail. Je te donne la parole, Sylvia. Je l'ai déjà pris trop longtemps. Je te Qui remercie, es-tu? Magali. Et je te laisse. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Sylvia Amar. Je suis administratrice à l'association Les Paniers Marseillais. Voilà, en charge de la commission solidarité avec une autre administratrice. Ce soir, en fait, notre webinaire fait suite au webinaire Comment agir collectivement dans un territoire du mois dernier. Donc aujourd'hui, nous traiterons de la coopération entre associations. Quelle alliance vertueuse. Donc notre association, les Paniers Marseillais, va vous être présentée d'abord par Agnès, qui est notre salariée. Faisant suite à la présentation de notre association, donc deux intervenantes vont vous présenter donc leur association qui ont travaillé avec nous. Donc Hélène Véron de la Fédération du Secours Populaire et Louise Levaillé de la Cité d'Agriculture. Donc nous avons monté ensemble des projets d'accessibilité alimentaire, donc entre AMAP et associations non AMAP. Et l'objet de ce soir, c'est de vous livrer les témoignages de 3 salariés d'associations très différentes qui ont monté un super projet ensemble. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Agnès, qui va vous présenter notre association, donc les Paniers Marseillais, qui n'est pas exactement une AMAP, mais une association un petit peu à part dans le paysage des AMAP en France. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Bonsoir à tous. Du coup, je m'appelle Agnès Kennedy-Inco et je suis animatrice au réseau des Paniers Marseillais depuis 5 ans. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, génial. Alors, je poursuis. Le réseau des Paniers Marseillais, c'est un réseau d'AMAP local sur Marseille et qui, existe depuis 2007. Il est issu d'Alliance Provence et il a la particularité d'être territorialisé que sur la commune de Marseille. Et on rassemble 30 paniers de quartier. Les paniers de quartier, c'est des AMAP au sein des différents quartiers de la ville de Marseille. Et ça correspond à un peu plus de 1600 familles aujourd'hui sur ces 34, depuis 2021, 34 paniers de quartier dans notre réseau. On est aussi une association qui, au-delà de l'aide aux maraîchers et des distributions hebdomadaires, propose des contrats dits annexes avec d'autres producteurs, d'autres paysans, notamment les œufs, les fruits, l'huile d'olive, etc. Et donc, du coup, on a 53 paysans dans notre réseau, dont 11 maraîchers. Et quelques petits transformateurs aussi, puisqu'on a une transformatrice d'huile d'olive en savon, par exemple, qui nous propose du savon saponifié à froid, ce genre de produits.
dont les adhérents sont friands et sont ravis de pouvoir faire du coup des actes d'achat responsables directs avec le paysan et le transformateur, avec des produits de haute qualité, bio et local. Ça, je ne vous apprends rien, vous êtes amapien, vous le savez. Du coup, pour terminer sur la présentation rapide de notre association, on a 4 axes de développement. Le premier, c'est évidemment de consolider, de développer notre circuit court. Le deuxième, c'est celui qui nous concerne ce soir, c'est de favoriser l'accès à une alimentation de qualité. Jusqu'à présent, on était focalisé sur les paniers étudiants et depuis 3 ans, on travaille avec le Secours populaire à développer aussi en direction des familles de l'aide alimentaire un accès à cette alimentation de qualité, bio et locale. On a également eu la chance de participer à un CASDAR accessible, à l'occasion, si vous le souhaitez, dans les questions, de vous préciser de quoi il s'agit. Mais qui a nourri vraiment cette réflexion et qui a fait qu'il y a un an, on s'est rapproché de Magali du Miramap et du réseau Auvergne-Rhône-Alpes sur ces questions-là. On travaille aussi évidemment à la sensibilisation en interne, de passer d'adhérents consommateurs à consommateurs, bénévoles, militants, ambassadeurs, et aussi évidemment auprès des habitants pour que le plus en plus de Marseillais connaissent l'existence de notre circuit court, de la possibilité de manger à prix juste pour le paysan et à la fois à prix moins cher parce que pas d'intermédiaire par rapport à des boutiques, une alimentation bio-locale. Enfin, on est investi auprès de collectifs locaux comme le collectif Aliments et le Pôle Impact Package. Je vous dis des noms, mais c'est juste si vous êtes curieux et que vous avez envie d'aller voir sur Internet. C'est notamment à travers ces collectifs-là qu'on développe notre savoir-faire de plaidoyer, notamment de défense des terres fertiles, auprès des élus locaux, pour vraiment lutter contre la forte pression foncière et l'artificialisation des sols qui sont très impactants chez nous en PACA. Voilà, donc ça c'était une première présentation pour le réseau avec le partage d'écran du PowerPoint. Peut-être à présent, je peux rentrer dans le vif du sujet de pourquoi vous êtes connectés ce soir à ce webinaire sur l'accessibilité alimentaire. Petit point historique, les paniers marseillais ont participé à un CASDAR, donc à une recherche-action portée par le CIVAM France en 2016, de 2016 à 2019, sur les questions de l'aide alimentaire et du lien avec le monde paysan. De cette réflexion partagée est né un terrain d'expérimentation sur Marseille avec la Fédération du Secours populaire des Bouches-du-Rhône en 2018. Donc, la mise en place de paniers biosolidaires. Je laisserai Hélène en parler un peu plus, de façon un peu plus conséquente. Ce soir, l'idée, c'est qu'on puisse vous exprimer les ingrédients qui ont fait le succès de ce partenariat entre Réseau d'AMAP d'une part et d'autre part Secours populaire, donc association de lutte contre la pauvreté, et comment ce rapprochement s'est fait. Moi, j'avais envie de vous témoigner quelque chose à la fois méthodologique et à la fois personnel. Et pour commencer, j'avais envie de vous dire que tout a commencé par une rencontre. Cette rencontre, elle s'est faite avec une interconnaissance entre Hélène et moi assez rapide, puisque j'ai la chance que Hélène, en plus d'être salariée du Secours populaire, est également amapienne. Ça aide beaucoup. Que du coup, par ailleurs, dans mes expériences professionnelles passées, moi j'ai eu la chance de travailler dans des centres sociaux, dans des quartiers politiques de la ville. Donc j'avais déjà un petit regard un peu plus approfondi que sûrement certains d'entre vous, certains responsables d'AMAP, sur ce que peut être les réalités sociales liées à la pauvreté et à la précarité. Voilà, pour la petite anecdote, quand on s'est rencontrés, je me souviens, on s'est tout de suite posé autour de la table. J'ai déplié une grande feuille blanche, j'ai pris un crayon et j'ai fait la grande ligne du temps en disant bon, bah, comment on s'y prend pour mettre à bien, pour arriver à bien notre projet. Et sans plus se concerter, on s'est mis à noter les étapes une par une et à se compléter. Tantôt l'une disait ah oui, entre ça et ça serait bien de faire ci. Ah oui, puis il ne faut pas oublier la communication. Et puis ah oui, la recherche de lieux. Et puis donc pour le maraîcher, tu pourrais lui demander ci et ça. Et ça s'est fait avec cette aisance, cette connivence-là.
parce qu'il me semble que ce que j'ai essayé d'identifier pour vous dire des trucs intéressants ce soir, c'est qu'on a une base de travail commune, à savoir qu'on a des formations professionnelles de méthodologie de projet, et du coup, ça a facilité l'échange. On était certes dans des réalités professionnelles très, très différentes. Moi, avec mes réalités du monde agricole et des consommateurs en AMAP, et puis donc Hélène avec les réalités qu'elle vous expliquera. Et ce qui a facilité la mise en place du projet, l'amorçage du projet, ça a été vraiment cette possibilité de se mettre autour d'une table et par des compétences partagées, de poser les bases comme ça. Cet après-midi d'été-là, je me souviens sur ce bout de feuille qui a été le tout premier acte de lancement de ce projet. Ensuite, il y a eu la question de l'essaimage. Et donc, comme on a fait pas mal de communication, d'autres partenaires sont venus à nous. Et du coup, c'est le deuxième témoignage que vous allez entendre dans ce webinaire. On a été approché par la Cité de l'Agriculture et Louise est venue vers moi et m'a dit, écoute, j'ai entendu que vous faisiez des paniers solidaires avec le Secours Pop. Nous, on serait très intéressés. On travaille dans un quartier qui est en désert alimentaire, dans le 15e. Est-ce qu'avec des centres sociaux, est-ce que ça serait possible que les paniers marseillais viennent travailler avec nous cette question-là? Et là aussi, ça a été une histoire de rencontre. Une rencontre qui s'est passée de façon un peu plus, je dirais, laborieuse. Moi, je rentrais de congé maternité. Louise, elle avait posé un dossier auprès du ministère. On avait l'intention de faire le même dossier. Et puis, il a fallu se mettre raccord sur le même niveau pour se dire, attends, il ne faut pas qu'on soit concurrents, mais bien ensemble sur le truc. Il faut penser à ce que chacun y retrouve ses vies et que politiquement, auprès de nos élus associatifs, ça passe. Et la grande diplomatie et savoir-faire de Louise a fait que, hop, on a dépassé ces espèces de petits grains de sable qu'il y avait entre nos deux associations pour écrire le projet et y aller et montrer que effectivement c'était tout à fait possible de monter une expérimentation aussi avec des centres sociaux et l'appui, le soutien de la Cité de l'Agri. Voilà, ça c'était pour vous poser les deux contextes à travers les rencontres qu'il y a eu de part et d'autre. Je vais les laisser s'exprimer chacune une quinzaine de minutes. Ensuite, je reviendrai sur un peu une liste des ingrédients qui a fait le ciment de notre partenariat réussi. Et après, on aura l'occasion d'un échange. Évidemment, on est très attentif à toutes vos questions. Alors, Bénédicte, tu voulais proposer quelque chose ? Juste une question, dans les grandes lignes, entre le moment où vous êtes rencontrés avec Hélène et du coup le moment où il y a eu l'essaimage, est-ce que tu peux donner les grandes lignes du projet des paniers solidaires, même si ça va sûrement être présenté par Hélène après? Je te laisse le faire directement ou bien? On enchaîne direct du coup. Comme tu veux. Bon. Bon, alors, bonjour, alors je prends la parole. Donc, je suis Hélène, je suis salariée de la Fédération des Bouches-du-Rhône du Secours Populaire et je vais vous présenter du coup notre vision du projet et comment grâce à la richesse des partenariats, on en est là où on en est aujourd'hui. Mais je vais commencer par répondre à la question de Bénédicte. Donc, on a en fait, à la Fédération des Bouches-du-Rhône, on a entamé des ateliers des ateliers de sensibilisation à l'alimentation depuis la fin de l'année 2015 à peu près, 2015-2016, parce que on avait bien conscience de la qualité médiocre des produits qu'on distribue dans les colis d'aide alimentaire. Et le besoin de produits frais est apparu très vite dans les discussions avec les familles et également la difficulté à y accéder. Et nous, seuls, on n'a pas réussi à monter un projet, enfin nous seuls, donc Famille du Secours Pop et Fédération du Secours Pop. Au démarrage, il y avait l'idée, le besoin, mais on n'a pas réussi à monter ce projet seul. On a rencontré les paniers marseillais dans un réseau plutôt personnel, d'AMAP justement, et on a tout de suite parlé de projets communs, de possibilités d'associer les enjeux du monde agricole et les enjeux du monde social. Tout ça autour d'une bière pour commencer. Et puis, effectivement, on s'est dit, bon, on se voit une première fois, on essaye d'écrire quelque chose. Ça, c'était en 2017. Et en 2017, donc, on a commencé à écrire à essayer de rapprocher les besoins identifiés des familles du Secours Pop dans les Bouches-du-Rhône sur la question de l'accès donc à des légumes et des fruits de qualité et
Je me souviens qu'au panier marseillais, on nous disait qu'il y avait également dans l'ADN des paniers marseillais la solidarité. Et alors la solidarité avec le producteur, mais aussi, et du coup, ça pouvait tout à fait être élargi à la solidarité tout court, y compris avec des familles en situation de précarité. Donc ce projet, il a été écrit entre fin 2017 et début 2018. On a fait des dossiers, tapé à des portes plein pour obtenir des financements. Et alors, les financements, on a demandé des financements publics, des financements privés. Au démarrage, on n'a eu que des financements privés. Et à l'heure actuelle, le panier, le panier qui a été créé à ce moment-là continue d'être financé par des mécènes privés exclusivement. Donc, on a tapé à des portes, on a trouvé des partenaires solides, sérieux et engagés, notamment dans le monde du médico-social. Donc, on peut les citer. Hein. C'était le premier des gros partenaires, c'était AG2R La Mondiale, qui s'est engagé sur 3 ans, qui nous a donné 10 000 € par an pendant 3 ans. En fait, notre projet correspondait à leur orientation à ce moment-là. Et du coup, ils se sont engagés donc, sur plusieurs années. Ça, c'est une des clés de réussite aussi, le fait de trouver des partenaires à moyen terme et pas des partenaires one-shot parce que l'action qu'on a montée, c'est donc une AMAP solidaire avec une faible participation des familles par rapport au coût total des projets. Et ce n'est pas un projet pérenne économiquement au sens où il dépend des subventions. Donc, des subventions qu'on peut anticiper pendant 3 ans, c'est très confortable et ça permet d'avancer sur d'autres sujets pour développer l'action. Donc, on a tapé donc, aux portes en présentant un projet d'AMAP. Donc, c'est vraiment une AMAP créée sur les bases d'une AMAP classique, qui n'est pas à destination de personnes en précarité. Et on a intégré cette AMAP dans nos ateliers de sensibilisation qu'on avait commencé à mener 1 an ou 2 auparavant. Donc, c'est vraiment, il y a 2 versants, il y a 2 volets dans cette action. C'est la partie vraiment sensibilisation et réflexion autour de l'alimentation et la partie concrète opérationnelle de AMAP, donc distribution de légumes bio et locaux, et donc accès à une alimentation de qualité. Ce qui, évidemment, est rarement le cas en fait, des familles qu'on accueille au Secours populaire. Donc, ces familles, c'est elles qui ont exprimé ce besoin de fruits et légumes de qualité et la difficulté qu'elles ont à s'en procurer. Elles connaissaient l'existence de distribution de paniers bio, mais elles ne connaissaient pas la structure juridique de la MAP. Et surtout, elles pensaient que ce n'était pas du tout accessible pour elles. Et, le frein, il est bien sûr économique, mais il est également social et culturel. C'est-à-dire qu'il y a des représentations elles ont elles-mêmes une représentation de leur situation qui est souvent assez dénigrée. Donc, nous, au Secours, au Secours populaire, on essaye vraiment de mettre en avant la dignité des personnes selon plusieurs principes sur lesquels je pourrais revenir. Mais là, dans la MAP, les personnes qui sont pourtant à l'origine de l'idée de cette action pensaient qu'elles ne pouvaient pas en être les bénéficiaires. Alors, chez nous, on ne dit pas bénéficiaire, on dit personne accueillie. Et justement, dans cette idée de respect de la dignité. Et on essaye également on parle de la mise en mouvement des personnes, c'est-à-dire que les personnes qui viennent au Secours populaire et qui ont besoin d'une aide, on les accueille. On pratique donc l'accueil inconditionnel, on ne leur demande pas leurs papiers, ni elles n'ont pas besoin d'avoir une lettre d'assistante sociale pour venir au Secours populaire. Et on essaye de répondre à leurs besoins ou on les oriente vers un partenaire. Et ensuite, on leur propose d'être bénévoles pour participer à la chaîne de la solidarité et donc être elles-mêmes actives dans la chaîne de la solidarité. Et donc, dans ce projet, elles sont elles-mêmes actives puisqu'elles sont à l'origine du projet, elles ont participé au montage du projet. Alors, évidemment, c'est plutôt Agnès et moi qui avons écrit le projet, mais les familles ont été associées à chaque étape, à chaque réunion. Et nous, on a mis en forme, en fait, le projet, mais vraiment, le contenu a été exprimé au démarrage par les familles. Et elles continuent d'être partie prenante. Alors, le groupe a un peu évolué.
C'est-à-dire qu'on avait au démarrage 24 familles. On a trouvé de plus en plus de financeurs. Donc, j'ai parlé d'AG2R La Mondiale, mais on a eu aussi la Fondation Massif, qui a été un très bon partenaire pendant quelques temps, et la Maïf. Et puis, quelques entreprises locales, PME ou TPE que connaissait un ancien président des paniers marseillais. Et puis, on a également fait des campagnes de crowdfunding qui nous ont permis de sensibiliser des personnes autour de nous à cette action et donc également à la préoccupation d'accès à une alimentation saine et durable pour tous. Et puis, comme ça, de lever des fonds parce que le Secours populaire étant reconnu d'utilité publique, eh bien, une personne qui fait un don au Secours populaire obtient un reçu fiscal à hauteur de 75% de son don, ce qui signifie que lors des opérations qu'on a appelées Adopte un panier, donc les campagnes de crowdfunding qu'on a menées s'appellent toujours, parce qu'on emmène une par an à peu près, Adopte un panier. Les personnes qui nous ont fait des dons ce jour-là ou lors de cette campagne-là les ont fléchés pour les paniers bio solidaires et ont reçu un reçu fiscal. Donc ça, c'est un argument de poids, le fait que le partenaire, le volet social, je vais dire, ou solidaire du projet, oui, soit un partenaire reconnu d'utilité publique. C'est un argument. Après, ça peut tout à fait être une association qui n'est pas reconnue d'utilité publique. Il n'y a pas de… Justement, quand on a écrit ce projet, on l'a écrit de façon à ce que les partenaires soient interchangeables, c'est-à-dire ce n'est pas nécessairement les paniers marseillais, puisque de toute façon c'est à Marseille, ce n'est pas nécessairement le Secours populaire, ça peut être une autre association à vocation de… une association de solidarité. Mais pour le coup, le reçu fiscal, c'est un argument de poids pour obtenir des dons. Ce qui est important dans ce projet, c'est que… donc, oui, pardon, on est passé de 24 familles à 40 familles. Le groupe a un peu évolué au moment du confinement parce que les familles qui étaient inscrites depuis le démarrage de l'action et qui étaient vraiment actrices et qui participaient aux ateliers et participaient aux réunions, eh bien certaines ne sont plus venues parce qu'elles avaient peur en fait du virus, de la maladie. Et c'était légitime. Et dans les familles en précarité comme ça, qui cumulent les difficultés, ce stress supplémentaire, on l'a vraiment ressenti. Et donc, certaines familles ont demandé à ne plus venir. Et donc, elles ont été remplacées par d'autres qui, en fait, d'autres familles qui n'étaient pas au démarrage nécessairement accueillies par le Secours populaire, mais orientées par nos partenaires. Et ce sont des familles qui sont tombées dans la précarité pendant le confinement, qui ont cherché des méthodes alternatives d'approvisionnement alimentaire à bas coût et des familles qui ont la préoccupation, malgré leurs difficultés économiques, de s'alimenter le mieux possible et de ne pas empoisonner leurs enfants. Et les familles, elles savent très bien ce qu'il faut faire, elles connaissent très bien la plupart les règles de l'équilibre alimentaire. On fait des ateliers, on fait de la sensibilisation, on a des discussions avec les familles, mais sur le fond, elles savent en fait comment elles devraient s'alimenter au mieux. Simplement, il y a à la fois les difficultés économiques qu'elles rencontrent, qui les empêchent d'avoir accès, mais également vraiment les freins dont je parlais tout à l'heure, qui sont sociaux et culturels, et qui sont liés donc à cette image qu'elles ont d'elles-mêmes, qui est exclue de certains circuits d'alimentation. Là, on parle que d'alimentation, mais elles se sentent exclues de plein d'autres choses. Et également, il y a une question purement pratique de mobilité. En fait, souvent, elles n'ont pas de voiture ou elles sont seules à la maison avec les enfants ou elles sont seules ou elles sont à la maison et pour certaines, elles n'ont pas le droit de sortir. Donc, tous ces freins-là, on les a identifiés en amont du lancement du projet et on a travaillé dessus pour que justement les familles se sentent légitimes à venir récupérer leur panier de légumes. Donc ce projet, il est alors je ne sais pas si on en avait parlé de façon précise, les familles, elles donnent 3 € de participation par panier. Le coût du panier, c'est 18 €. Donc, les paniers marseillais et le Secours populaire cherchent les 15 € manquants pour chaque panier. Donc, on est à un budget d'un peu plus de 30 000 € par an maintenant.
Et peut-être petite précision, dans ces 18 €, il y a 15 € pour le maraîcher et 3 € pour Secours Peuple et PAMA, 1,50 € chacune pour les heures salariées passées au portage du projet. Oui, c'est ça. Et donc, la participation des familles, elle est symbolique, mais elle est indispensable. Et donc, ça exclut une partie des familles qu'on accueille parce que certaines familles sont dans une précarité telle qu'elles ne peuvent pas engager une dépense sur 6 mois, elles ne peuvent même pas imaginer engager une dépense sur 6 mois et elles ne peuvent de toute façon pas donner 3 € de participation. Donc, ça, c'est la limite un peu du projet. Enfin, c'est une des limites. C'est parce que, disons que ce projet, il est à destination d'une partie des familles qu'on accueille. Les familles les plus en difficulté, elles sont dans d'autres dispositifs. Elles ne peuvent pas être dans ce dispositif-là. Et la deuxième limite, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est un dispositif qui dépend des subventions. Et on a beau, donc les familles ont beau donner une participation, on a beau faire des initiatives, de toute façon, on a besoin de financement extérieur. Voilà, donc là, le panier de GIB tel qu'il existe actuellement, il était voué à être une expérimentation sur 2 ans et il aurait dû s'arrêter pendant le confinement. Mais au vu de la crise alimentaire qui s'est révélée pendant le confinement, et aussi parce que les familles, en fait, elles ne veulent surtout pas que ça s'arrête, et l'agriculteur non plus. Alors, on a vraiment, on met tout en œuvre pour que ce projet devienne pérenne, et pour ça, on essaye de le rendre mixte, c'est-à-dire que au démarrage, c'est une action de solidarité pour des familles du Secours populaire. Et donc, il y avait 40 familles du Secours populaire. Mais maintenant, on inscrit des personnes avec un contrat de maraîchage classique. Voilà. Et donc, on va essayer d'équilibrer le nombre de paniers à 3 € et le nombre de paniers à 15 €. Donc, pour l'instant, on a 5 inscrits à 15 €. L'idée, c'est de faire grossir ce groupe, d'augmenter peut-être un peu la participation des paniers à 15 €, de la même façon que ça se fait dans certains paniers de quartier, des paniers marseillais, donner 1 € en plus. Enfin, en tout cas, on va essayer de pérenniser cette action-là, qui pourtant n'était pas vouée à être pérenne. Donc ça, en fait, ça met aussi le doigt sur le fait que cet accès à l'alimentation saine et durable, en fait, c'est un enjeu majeur pour les personnes qui s'intéressent à leur alimentation, mais quelle qu'elle soit, à la fois des personnes en précarité ou pas, mais aussi les personnes en précarité. En fait, et cet accès à une alimentation de qualité pour tous, c'est vraiment un sujet de société qui est un peu à la mode, c'est sûr, mais qui est devenu à la mode depuis le confinement, mais qui en fait est incontournable. Et donc, nous, cette action, elle tente d'apporter une proposition alternative donc, à d'autres types d'approvisionnement plus classiques et de moins bonne qualité, dont fait partie l'aide alimentaire. Je sais pas donc là, on a une première action qu'Hélène vient de nous présenter. Merci beaucoup, qui est donc l'expérimentation passée. 2021, on a eu le projet ambitieux du coup de changer d'échelle et de passer à un essaimage de ces contrats maraîchage solidaires dans le reste de la ville de Marseille, puisque le panier de GIB, vous l'avez compris, c'est un panier territorialisé dans le 14e. Et cette opération d'essaimage concerne 8 paniers marseillais, 8 antennes du Secours Pop pour 40 nouvelles familles. Donc, on doublerait le nombre, on est en train de doubler le nombre de familles qui passe de 40 à 80. Peut-être du coup, Hélène, est-ce que tu peux revenir maintenant sur ce projet qui démarre maintenant et va s'échelonner sur les mois à venir, expliquer un petit peu comment on en est arrivé là à partir des conclusions de l'expérimentation et quelles sont les clés de réussite qu'on a identifiées, les freins dans lesquels on ne veut pas retomber pour que cet essaimage soit à son tour une réussite. Alors, l'essaimage, donc l'idée, c'est de rapprocher géographiquement des distributions des paniers marseillais et des antennes du Secours populaire dans Marseille. Donc, il y a 34 paniers de quartier, donc des paniers marseillais, et une centaine d'antennes à Marseille.
on a trouvé 8 correspondances. C'est-à-dire que, voilà, géographiquement, il y a 8 antennes qui sont proches des distributions des paniers marseillais. Donc, les paniers marseillais, de leur côté, se sont rapprochés des responsables de ces paniers-là. Et nous, Secours Pop, on s'est rapprochés des responsables d'antennes. Donc, une antenne au Secours populaire, c'est un groupe de bénévoles dans Marseille qui mène des actions secours populaire, qui n'a pas nécessairement de local, mais qui, la plupart, en fait, pratiquent l'aide alimentaire. Et parfois, elles font aussi l'aide aux devoirs, l'accès aux vacances. Enfin, on est une association généraliste de la solidarité, donc on intervient dans de très nombreux champs d'action. Mais la plupart de nos structures dans le département pratiquent l'aide alimentaire. Et donc, on s'est rapproché des 8 antennes de Marseille voilà, correspondantes. On a discuté avec les responsables d'antennes. Alors, les responsables d'antennes, ce sont des bénévoles qui, elles-mêmes, sont souvent des familles accueillies, donc qui bénéficient d'une aide, et en général d'un colis d'aide alimentaire, et qui vivent dans les quartiers. Et donc, elles connaissent très bien, personnellement même, l'ensemble des familles qu'elles servent ou qu'elles accueillent. Et donc, ces responsables d'antennes, c'est un relais d'information précieux pour nous, fédération, parce que nous, on n'est pas toujours sur le terrain, que donc on connaît beaucoup moins bien la réalité des quartiers, et on ne connaît pas individuellement les familles. Donc, les responsables d'antennes, on leur a expliqué ce que c'était une AMAP, on leur a expliqué ce qu'on faisait à la Fédé, et on leur a expliqué qu'on avait idée de proposer à des familles de leur antenne d'intégrer les paniers de quartier des paniers marseillais qui sont à côté de chez eux. Le principe, c'est le même, la participation symbolique de 3 €. Et sauf que là, dans cet essaimage, on sort d'une action de solidarité pour des familles du Secours populaire entre elles, et on intègre ces familles dans un groupe de consommateurs existants. Exactement. Et le lien entre les deux, entre les consommateurs et les familles du Secours Pop, c'est l'intérêt qu'elles ont pour leur alimentation. Le fait qu'elles se soucient de l'alimentation dont elles bénéficient, et celle de leur famille, du coup, et de leurs enfants, et du coup, la transmission qu'elles peuvent donner à leurs enfants. Donc voilà, les responsables d'antenne, donc la connaissance en fait fine des familles, c'est une des clés du succès, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un dispositif qui n'est pas adapté à toutes les familles accueillies, et ce sont seulement les responsables d'antenne qui ont pu identifier les familles qui pouvaient engager la dépense sur 6 mois, et qui peuvent se déplacer toutes les semaines pour aller récupérer leur panier. Voilà, donc la connaissance fine des familles, c'est une des clés. Ensuite, pendant le confinement, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne pouvait plus animer les ateliers de sensibilisation, les activités autour de la cuisine, etc. Et en fait, la cohésion de groupe a disparu. Alors, il y avait le stress du Covid et le fait qu'on faisait les distributions donc en plein hiver, en plein air, tout le monde avec le masque, avec les distances de sécurité. En fait, c'est passé d'un moment de grande convivialité à un moment de grande tension. Les familles, en plus, certaines ne venant plus et ayant été remplacées par d'autres, elles ne se connaissaient pas. Et là, c'est devenu le marché aux légumes. Il fallait que ce soit vite fait, il fallait que Willy se dépêche. Willy, c'est notre maraîcher, il fallait qu'on les serve vite. Enfin, vraiment, le sens même de l'action s'est perdu. Donc, c'est là qu'on a réalisé que vraiment, les ateliers de sensibilisation, en fait, les moments partagés en dehors de la map sont indispensables pour la réussite du projet. C'est-à-dire que les familles, il faut qu'on leur donne la possibilité d'échanger autour de l'alimentation, donc en dehors de chez elles, en dehors du moment de la distribution, parce que souvent elles sont prises par d'autres préoccupations. Enfin, là vraiment, ça a été la preuve par A plus B que si nous, on ne maintient pas ce cadre, on perd de vue l'objectif des circuits courts et des AMAP, c'est-à-dire la rencontre avec l'agriculteur, les discussions, la solidarité réciproque. Vraiment,
Et pour que le projet fonctionne, il faut qu'il y ait les deux aspects, les deux volets, sensibilisation, enfin, en tout cas, temps d'échange. Et après, les familles choisissent de quoi elles veulent parler ou quelle activité elles veulent mener et distribution de légumes. Voilà. Sur les clés de réussite. Peut-être dire aussi qu'il y a eu une formation sur l'accessibilité alimentaire qui a été faite auprès des bénévoles solidaires à l'intérieur de chacune des paniers marseillais impliqués dans l'essaimage, pour que Hélène nous partage son expérience et son expertise des territoires et des populations accueillies, parce que du coup, nous, en tant qu'Amapiens, on ne fréquente pas forcément ces familles-là, même si on habite le même quartier, et que ça nous paraissait indispensable dans l'interconnaissance et la participation au projet, qu'il y ait aussi des bénévoles qui puissent avoir le souci, la vigilance d'un accueil réussi de ces nouvelles familles amapiennes sur nos distributions. Peut-être on va s'arrêter là pour du coup permettre un premier temps d'échange sur ces deux actions d'accessibilité panier marseillais Secours Pop qu'on vient de vous présenter. Qu'on va cadrer volontairement pour aussi laisser pleinement la place à Louise de la Cité de l'Agriculture d'exprimer la troisième action d'accessibilité qu'on porte. Donc, on va prendre une première série de questions. Voilà, j'ai vu que dans le chat, il y avait eu pas mal d'allers-retours sur ce qu'on appelle d'utilité publique et d'intérêt général. Vous êtes sûrement au courant qu'au sein des AMAP, les impôts ne considèrent pas d'intérêt général parce que nous avons nos paysans au sein de nos CA et que du coup, pour eux, ils y voient une gestion intéressée. Donc ça reprend très probablement ce que Marc a dû expliquer dans le chat et ce qui justifie aussi une des réussites d'être partenaire d'une asso comme le Secours Pop, c'est qu'on dépasse ce biais-là et on peut soulever plus de fonds pour venir soutenir ce type de projet. Geneviève, t'as repéré des questions? Non, justement, j'étais en train de regarder. Est-ce que Agnès a tout à fait remarqué les deux questions qui sont sorties sont sur les reçus fiscaux et la problématique d'être ou non association d'intérêt général. Donc, pour aparté, on a un gros travail de réflexion au sein du Miramap sur le sujet. Une question, quelles actions menez-vous pour faire en sorte que les personnes accueillies ne se sentent pas exclues? Alors, j'imagine que c'est dans les groupes, dans les nouveaux, dans la démarche d'essaimage. C'est plutôt dans l'intégration dans ce que vous appelez les paniers. Enfin, en gros, les groupes locaux. Quoi. Ouais. Alors, c'est ce que disait Agnès, on a écrit un petit module de formation pour les bénévoles des paniers marseillais. Alors, les paniers marseillais ont proposé aux Amapiens d'être bénévoles solidaires, c'est-à-dire les personnes, l'interlocuteur privilégié des familles qui allaient arriver. Et on a eu un temps d'échange avec les bénévoles qui se sont proposés. Et ce qu'il en est sorti, c'est que la meilleure façon de faire, c'était de faire comme si ce n'était pas des familles du Secours populaire. Et que de toute façon, ça se voit. Elles le savent, les familles, qu'elles viennent du Secours Pop et qu'elles donnent que 3 €. Les autres le savent probablement aussi parce que voilà, il y a quand même une différence. Il y a souvent une différence alors, je ne sais pas comment le dire, mais oui, voilà, à Marseille, on accueille beaucoup de mamans qui portent le voile. Et jusque-là, nous avons peu d'Amapiennes qui portent le voile. Voilà, donc en fait, la différence, elle est assez visible. Mais ce qu'on disait, c'est que justement, il ne faut pas faire de différence. C'est qu'en fait, et les bénévoles qui étaient là, les bénévoles solidaires, donc, qui ont assisté à ce temps d'échange avant les distributions, l'intégration des familles, ils avaient cette posture qui était, à mon avis, la meilleure. C'est de dire, mais en fait, on va les accueillir comme n'importe quelle autre famille. On va, si besoin, être expliqué un peu plus parce que comment ça marche, parce que la plupart des familles, elles n'ont vraiment jamais vu comment ça marchait dans une AMAP. Mais bon, après, il y a aussi des AMAPiens qui arrivent et qui sont totalement néophytes. Donc, l'idée, c'était ce qu'on leur a dit, c'est que leur mission, elle était presque invisible
mais que c'était de faire en sorte que les familles ne se sentent pas trop en décalage et donc elles se sentent vraiment accueillies comme n'importe quelle famille amapienne. Et il y a aussi un aspect lié aux préjugés et aux discriminations sur lequel on a mis un peu l'accent. Alors, c'est pareil, c'est pas une action, il n'y a pas d'action spécifique à faire, il y a une vigilance à avoir pour que les familles ne reçoivent pas des discours un peu discriminants Ou racistes. Voilà. Donc, c'est plus voilà, une mission invisible de bienveillance, de faire en sorte que les familles se sentent à l'aise, alors que voilà, elles sont quand même dans des lieux éloignés de leur mode de fonctionnement habituel. Et en parallèle de ça, on a fait aussi des rendez-vous préalables dans les antennes du Secours Pop. D'abord pour rencontrer les responsables d'antenne, puis pour rencontrer les familles qu'on a rencontrées 2 fois avant la première distribution. D'une part pour échanger sur le concept des AMAP, qu'elles découvrent ce que c'est, la solidarité avec les paysans, qu'elles touchent du doigt peut-être de façon plus précise c'était quoi la réalité précaire de nos paysans aussi, et l'importance de mettre en place ce type de contrat de solidarité entre consommateurs et producteurs. Et pourquoi on leur demandait de s'engager sur 6 mois et pourquoi on demandait un paiement, un prépaiement la 2e semaine de chaque mois. Je vois que dans le chat, il y a des questions de paiement, on reviendra dessus. Et donc, c'est aussi, ça a été aussi l'occasion qu'elles rencontrent leurs bénévoles solidaires en amont, de venir sur la distribution sans prendre les légumes, juste pour voir où c'était dans le quartier, mettre un visage sur, sur des bénévoles qu'elles allaient voir toutes les semaines, un visage sur le maraîcher, mieux visualiser c'est quoi la diversité des légumes qu'elles ont. Et ça a vraiment été des étapes qui nous semblent importantes à ne pas faire sauter et à ne pas se précipiter dans le projet pour ne pas tomber dans du simple distributif, mais bien avoir un projet complet sur les 2 jambes que sont la distribution hebdomadaire et les ateliers mensuels, avec une vraie réflexion qui amènera, on le souhaite véritablement, à un changement de pratique de consommation, un changement de pratique culinaire en remettant plus au centre des menus le légume. Alors, sur les questions… Alors, sur le chat, il y a pas mal de questions, comme tu disais, sur le financement. Hein, le financement, non, les fréquences de panier, comment on choisit le coût du panier, qui fait les distributions, etc. Et puis, il y a Marc qui demande la parole. Voilà. Alors, oui. Sur les paiements, pourquoi 3 €? On laissera la parole 3 minutes à Marc. Hein. Pour 3 €, ça, on s'est vraiment reposé sur l'expertise et la connaissance d'Hélène des conditions réelles économiques des familles, parce que nous, Réseau d'AMAP, on était incapable de savoir à quelle hauteur les familles pouvaient contribuer. La participation, elle a été… La gratuité a été exclue. Oui, la gratuité a été exclue. Et parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres dispositifs pour les familles qui vraiment n'ont aucune ressource. Et parce qu'on a voulu faire une AMAP vraiment sur les principes d'une AMAP classique. Et 3 €, alors la participation pour un colis d'aide alimentaire, c'est 2,50 € dans Secours Populaire dans les Bouches-du-Rhône, en moyenne. Et la participation symbolique, c'est un des fondamentaux aussi du Secours Pop, c'est qu'une famille qui reçoit une aide quelle qu'elle soit, on lui demande une participation symbolique qui est totalement déconnectée du contenu de l'aide qu'elle reçoit, mais qui permet de continuer à mener des actions de solidarité. Évidemment, une famille qui n'a pas de ressources, on ne demande pas une participation et on la reçoit quand même et on l'accueille quand même. Donc, 3 €, ça a été… ça paraissait acceptable pour moi, en fait, dans un premier temps. Et après, on en a parlé avec les responsables d'antenne et les familles qui ont trouvé aussi que c'était une participation juste. Alors ensuite, pourquoi alors ensuite, les distributions hebdomadaires, bon, parce que dans les AMAP, c'est hebdomadaire. Pourquoi pas un panier tous les 15 jours? Alors, parce que souvent, ce sont des familles nombreuses et qu'un panier, de toute façon, ça ne suffit pas. Mais par contre, dans l'essaimage, dans certaines antennes, les familles ont choisi de prendre un panier tous les 15 jours, justement, pour faire bénéficier plus de familles. Donc, après, il y a une grande souplesse aussi. Et c'est une grande souplesse, mais c'est surtout que
on laisse une grande autonomie aux familles, c'est-à-dire que si c'est ce qu'elles veulent, eh ben, on le fait. Et bon, évidemment, il faut que ça reste dans les orientations, dans les valeurs, etc. Mais là, voilà, c'est elles qui sont partie prenante de l'action, donc on les laisse aller vers là où elles souhaitent aller, parce que c'est elles qui savent le mieux ce qui va être bien pour elles. Sur les paiements, je ne sais pas si on l'a dit, mais on peut le répéter. Comme dans les AMAP, le paiement est débité chaque mois. Mais là, au lieu de le faire la première semaine du mois, on leur demande la deuxième semaine du mois, de sorte qu'elles aient eu le temps de recevoir les quelques aides, allocations auxquelles elles ont droit. Et du coup, c'est l'adaptation qu'on a fait. Deuxième adaptation, il est très fréquent qu'elles payent en espèces et pas en chèque. Oui, c'est ça, c'est que la plupart des familles n'ont pas de chéquier. Donc, on a trouvé différentes solutions. Au démarrage, certaines responsables d'antenne faisaient les chèques pour les familles et se faisaient rembourser après, puisque voilà, elles les connaissaient très bien. Là, maintenant, on préfère que chaque famille donne sa participation. Et donc, on a établi la deuxième distribution du mois où, effectivement, elles disposent plus de… C'est le moment où elles ont les sous. Pour la question à Mireille sur l'engagement du paysan, donc dans l'expérimentation Agib, on avait demandé aux paysans de faire un prix un peu plancher de 15 € le panier, alors que nous, on est d'ordinaire plutôt sur 17 € le panier. Et là, sur l'essaimage, on est plutôt sur un maintien du coût du panier à 17 € parce qu'on a obtenu des financements publics qui nous permettent vraiment d'être sur une réponse et à la précarité alimentaire des familles et à la précarité de nos paysans, et donc de tenir ces deux bouts de la solidarité. Est-ce que vous pouvez prendre la question de Marc avant de passer au point suivant? Oui, alors Marc, on t'écoute. Oui, merci. Alors moi, je trouve vraiment formidable ce partenariat. Et simplement, la question que je voulais poser, c'est que généralement, l'intervention, l'action des associations d'aide alimentaire en direction des personnes en situation de précarité, c'est de donner effectivement soit des colis alimentaires, soit des repas gratuits. Donc la question effectivement du paiement, ne serait-ce que 3 € avait été posée, notamment lorsque les épiceries solidaires se sont créées. Et donc, ça rompait à ce moment-là avec le principe du don et de la gratuité. Est-ce que cette question-là a fait débat au sein du Secours populaire? Parce que je trouve que c'est vraiment une ouverture. Alors non, ça n'a pas du tout fait débat parce que c'est, comme je disais, c'est systématique. La participation symbolique, elle est systématique quand la famille a les ressources nécessaires, donc, et que ce soit pour une place, voilà, une sortie, une place de théâtre, un colis d'aide alimentaire, il y a toujours une participation symbolique. Et en fait, cette participation, elle est expliquée aux familles. C'est-à-dire que de la même façon qu'on leur propose d'être bénévoles pour participer à la chaîne de la solidarité, on leur explique que cette participation-là, elle vient permettre à l'association de mener encore d'autres actions de solidarité. Et donc, il n'y a pas eu de débat parce que c'est intégré par les familles. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Marc? Juste, est-ce que c'est une pratique qui existe dans d'autres fédérations du Secours populaire ou c'est propre aux Bouches-du-Rhône? Parce que normalement, c'est national, oui. D'accord. C'est toutes les fédés. Alors après j'imagine qu'il peut y avoir quelques spécificités, mais la mise en mouvement des personnes et la participation symbolique, c'est national. Et pour vous dire, dans les colis d'aide alimentaire qu'on distribue, il y a essentiellement des produits de l'Union européenne, donc du Fonds européen d'aide aux démunis. Dans le cahier des charges de l'Union européenne, il y a l'obligation de mettre une affiche A3 qui dit que ces produits viennent de l'Union européenne et sont distribués gratuitement. Donc, nous, au moment de nos distributions de colis d'aide alimentaire, on a cette affiche et à côté, on a l'affiche qui explique la participation symbolique. Et il n'y a pas de discussion. Alors après, avant de passer à la distribution d'aide alimentaire, la famille est reçue normalement par les bénévoles. Il y a une discussion sur sa situation, une sorte de diagnostic de sa situation. Et donc, encore une fois, on n'exige pas cette participation. C'est quand c'est possible, on la demande. Et quoi qu'il en soit, la personne part avec un colis d'aide alimentaire. On ne fait pas repartir quelqu'un sans rien, sous prétexte qu'il n'a pas d'argent, ça, ce n'est pas possible. Mais du coup, les familles qui ont la ressource,
la plupart comprennent et donnent la participation. Et pardon, et juste pour compléter, c'est ce que je disais au démarrage, comme les responsables d'antenne vivent dans les quartiers. Alors ça, c'est spécifique à Marseille par contre. Et à la Fédération des Bouches-du-Rhône, le nombre d'antennes dans les quartiers, le fait que les responsables d'antenne soient des personnes accueillies et qu'elles vivent donc dans la cité avec les familles qu'elles accueillent, ça, c'est une spécificité des Bouches-du-Rhône. Et ça, c'est précieux au sens où, comme la responsable d'antenne connaît les familles, elle connaît aussi l'évolution de leur situation. Elles savent quand ça s'aggrave, elles savent quand ça s'arrange. Et elles sont légitimes à dire à une famille, non, ce mois-ci, il faut que tu laisses ton colis parce que toi, ça va mieux, mais par contre, on a plein de demandes. Et alors, je ne dis pas que ça se passe toujours très, très bien, mais par contre, cette décentralisation-là dans les quartiers, ça permet vraiment d'essayer de répondre le plus justement possible aux besoins. Et d'avoir ce dialogue vraiment très ouvert avec les familles qu'on accueille. Alors, merci pour toutes vos questions. Là, il est 19h30, on se donne peut-être encore 5 minutes. Il y a un volet sur l'explication du budget, le lien avec les élus, et après revenir peut-être sur les familles. Y a-t-il un turnover? Y a-t-il eu des retours négatifs des familles? On va essayer de répondre au mieux tout ça. Et puis après, on va laisser la parole à Louise. À l'issue, on aura le temps encore de refaire un aller-retour de questions-réponses. Sur le budget de 30 000 €, il faut savoir qu'il y a 80%, c'est l'achat complémentaire des légumes de la part des familles, complémentaire aux 3 € des familles, et 20%, ça correspond essentiellement à la ressource humaine, communication, déplacement, qui permet le montage, le portage du projet. Ça, c'est une première chose. Relation avec les élus. Jusqu'à peu encore, c'était Gaudin à Marseille, donc il n'y avait pas d'ouverture. Et depuis peu, nous sommes en contact avec nos élus dédiés à l'agriculture et à l'alimentation durable. Donc, ça se construit maintenant. À voir. On n'a pas trop de recul là-dessus. Ce qu'on a comme expérience quand même, c'est que au démarrage, on est allé voir les pouvoirs publics pour leur demander de soutenir financièrement l'action. Ils nous ont dit c'est super, mais là, on ne peut pas vous aider. Et 2 ans après, après le confinement, après la crise sanitaire et le focus sur la crise alimentaire, ce sont eux qui sont venus rencontrer les paniers marseillais parce qu'en fait, notre initiative, elle était identifiée, elle avait fait ses preuves et du coup, ils ont décidé de financer cet essaimage. Oui, disons que c'était les techniciens des services agriculture qui connaissaient l'existence de notre projet, nous accompagnaient, n'avaient pas réussi à faire qu'on rentre dans les lignes. Mais ils ont suivi toute l'expérimentation et là, ils se sont dit, il faut vraiment qu'on arrive à vous soutenir. Et la grande différence entre l'expérimentation et l'essaimage, c'est que pour l'essaimage, ils nous ont demandé à ce que ce soit nous, paniers marseillais, qui soyons le portage administratif et financier du dossier. Et donc, dans ce cas-là, on a pu obtenir des subventions sur la ligne agriculture du conseil départemental, mais également de la métropole dans le cadre de son PAT, son projet alimentaire territorial des Bouches-du-Rhône, au titre de son axe précarité alimentaire. Et là-dessus, la ville nous a rejoints, la ville de Marseille, qui, comme vous le savez, maintenant est écolo, et donc nous a rejoints. Donc, on a trois financements publics maintenant. Voilà. Après, sur la question des retours négatifs et du non-choix, non, parce qu'on l'avait expliqué en amont et que quand les familles râlent, on réexplique. Et de toute façon, c'est un projet qu'on réexplique tout le temps et qui nécessite un suivi assez rapproché des familles. Le turnover des familles, c'est ce qu'on disait, il y a eu un passage de 24 à 30 puis à 40 familles et puis un changement au moment du confinement. Et on a réussi à… En fait, les nouvelles familles sont restées presque toutes et les anciennes familles ont laissé la place. Est-ce qu'elles ont exprimé des souhaits sur les produits ? Oui, alors en fait, elles aimeraient bien faire des AMAP surtout, et notamment sur le poisson. Je leur ai dit super, ok, allez, on fait un groupe de travail. Pour l'instant, on en est là. Il y avait une volonté d'avoir un contrat off aussi, mais ça n'a pas abouti parce qu'ils ont la possibilité d'avoir des œufs, certes de carrément moins bonne qualité, mais carrément moins cher. Et du coup, là, pour le coup, ça ne se rencontre pas. Plusieurs années, quel bilan font les familles? Est-ce que ça a réellement changé leur façon de manger? Sont-elles sorties des dispositifs distributifs classiques?
Alors, oui, ça a vraiment changé leur façon de manger. Enfin, en tout cas, elles en témoignent. Elles et leurs enfants. Certaines disent qu'elles sont repassées à table avec leurs enfants, enfin en famille en fait, et que pour certaines, elles faisaient, enfin, chacun mangeait, prenait un truc dans le frigo et mangeait son truc, et que là, elles cuisinent des plats et qu'elles le font, et qu'elles le mangent ensemble. Et je pense que c'est vrai, en fait, elles n'ont aucun intérêt à nous raconter ce genre de trucs. Elles peuvent quitter le dispositif si ça les intéresse plus. Si elles n'ont plus envie de manger des choux, ben, nous, on ne les a pas attachées. Enfin, voilà, elles se sont engagées, mais elles savent très bien que si elles nous expliquent qu'elles ne peuvent plus pour telle et telle raison, et ben, voilà, on inscrira une autre famille à leur place. Et ben, ça n'est jamais arrivé, à part pendant le confinement. Je vous propose, si vous le voulez bien, du coup, qu'on accueille à présent Louise, qui est salariée à la Cité de l'Agriculture. Merci aussi, Louise, d'avoir accepté notre invitation. Et du coup, nous allons te laisser la parole pour témoigner de notre partenariat sur le panier marseillais de la Calade, le centre social Saint-Louis du quartier Campagne-l'Évêque dans le cadre de l'opération Désert alimentaire. Donc, Hélène reste malgré tout à côté de moi. Mais à présent, nous t'écoutons, Louise, sur ce projet-là. Voilà, pareil, 15 minutes et après, suivi de questions, échanges et autres. Merci à toi la parole, Louise. Merci. Vous m'entendez bien? Ouais, ok, super. Du coup, nous, c'est une expérience beaucoup plus récente, on va dire, qui a démarré en décembre de l'année dernière, décembre 2020. Donc nous, on est la Cité de l'Agriculture, on est une association qui travaille sur la transition agroécologique en ville. Et nos deux principaux leviers, c'est le développement de l'agriculture urbaine et de l'accès à une alimentation durable de qualité pour tous dans les quartiers populaires. Ce deuxième volet s'est traduit principalement par un projet qui a commencé en fin 2019, auquel étaient associés les paniers marseillais, qui faisaient partie du comité de pilotage notamment. Et donc, qui s'est développé d'abord sur un volet plus de sensibilisation avec des ateliers cuisine, visites de producteurs et une formation sur les enjeux de l'alimentation durable pour les salariés des centres sociaux partenaires du projet. On avait 4 centres sociaux partenaires, donc là, sur la carte, vous les voyez en orange. On est principalement dans le 15e arrondissement, puisqu'on a aussi d'autres projets dans ce quartier qui, par beaucoup d'aspects, peut être considéré comme un désert alimentaire. On a un marché de producteurs qui est juste où on travaille. On a une ferme urbaine aussi qui n'est pas très loin du lieu de panier solidaire. Et là, on commence à développer aussi, on coporte le lancement de VRAC vers un réseau d'achat en commun, donc des groupements d'achat sur des produits secs, avec Pain et Partage, qui est aussi intégré dans le 15e arrondissement. Donc ça, VRAC, ça pourrait être éventuellement même d'autres collaborations, coopérations fructueuses à venir avec les paniers pour concilier le sec et le frais. Mais bon, ça, c'est une autre question. Du coup, là, vous voyez sur la carte le cercle en rouge, c'est un des centres sociaux avec lesquels on travaillait ce volet plus sensibilisation et qui coïncidait avec le fait que c'était le seul panier existant des paniers marseillais dans le 15e arrondissement était au pied de ce centre social, donc dans le quartier de Campagne-l'Évêque. Donc, c'est assez naturellement que l'expérimentation qu'on a voulu faire d'essaimage de ce projet, qui était très inspiré de ce que on vient de nous présenter avec le Secours populaire. Donc, c'est dans ce cadre-là que ça est né. Donc, après, quand même, presque un an d'ateliers et de travail avec le secteur enfance-famille du centre social Maison pour tous Saint-Louis, qui avait donc ce panier, des paniers marseillais, juste à côté. Il se trouve aussi que c'était, tu compléteras après Agnès s'il faut, que je pense que c'était un panier qui avait 17 adhérents à l'époque et donc qui avait aussi une marge de progression importante. Et là, c'était aussi donc la différence avec l'expérimentation avec le Secours Pop, c'est que donc nous on s'intègre dans une AMAP déjà existante. Et qu'on a créé pour commencer 10 paniers à prix solidaire.
Nous, notre relais d'expertise sociale, c'est le centre social qui était là pour identifier les familles qui avaient le besoin et l'envie de participer à ce dispositif. Comme c'est des personnes qui ne sont pas à l'aide alimentaire aussi, qui sont peut-être dans un autre contexte économique, les modalités ont été différentes. Donc là, le panier était à 17,50 €. Il y a une participation du maraîcher qui a proposé le panier à 16,50 €. Du coup, et les paniers sont proposés en fait à prix libre, on va dire, pour les personnes adhérentes au panier solidaire. Donc, en fait, ils signent un contrat absolument classique, le contrat du panier qui s'appelle le panier de la Calade, mais il y a une option supplémentaire où ils choisissent le tarif entre 5, 8 et 10 € leur contribution. Et ça, c'est un choix qui est fait au moment de la signature du contrat, qui signe avec leur référente du centre social et qui après n'apparaît nulle part. Donc, ils viennent chercher leur panier au même titre que tous les autres Amapiens, voilà, tous les mardis soirs. On a aussi, donc en fait, ce dispositif, c'est le fruit donc, de la collaboration des paniers marseillais, du panier de la Calade, où le président du panier a vraiment une participation, une présence très forte et qui est un peu un relais clé aussi. Le centre social Saint-Louis et donc la référente famille qui connaît très bien les familles et qui fait aussi l'encaissement en gros tous les mois des paiements, parce que c'est aussi une modalité un peu différente qui ressemble à ce qu'on nous a présenté au Secours populaire, c'est-à-dire que les familles elles peuvent payer entre le 5 et le 10 du mois, parce qu'après avoir reçu les aides sociales, et généralement ça se fait aussi en liquide, donc il y a toute une gestion qui est un petit peu différente. Et donc, ça, c'est pris en charge par le centre social. Et du coup, la Cité de l'Agriculture, qui était plutôt dans l'animation des ateliers d'accompagnement, ateliers cuisine, et dans le financement de la différence du panier. Et donc, nous, on paye directement le maraîcher sur la totalité du prix des paniers. Et puis après, nous, on récupère on s'est dit tous les 6 mois, les contributions des adhérents solidaires auprès du centre social qui nous fait le reversement de la contribution. Nous, on a développé des indicateurs aussi de suivi par rapport à la perception des familles sur beaucoup d'aspects du panier, de comment ils perçoivent du coup à la fois la qualité des produits, le prix, qu'est-ce que ça peut changer aussi dans leur pratique au quotidien. Donc, bien sûr, on n'a peut-être pas suffisamment de recul, mais ça fait quand même presque 6 mois que ça a été lancé. Donc, globalement, ce qui ressort beaucoup, c'était que, au départ, les familles ne connaissaient pas le dispositif des AMAP, ils n'en avaient jamais entendu parler. Donc, maintenant, ils sont vraiment intégrés à ce dispositif. Il y a eu quelques couacs, mais qui arrivent, je pense, très régulièrement d'oublier un panier, etc. Mais globalement, vraiment, ça se passe très bien là-dessus. Il y a aussi beaucoup de solidarité pour récupérer les paniers entre elles, de participation, de volonté d'être bénévole sur place. Donc ça, c'est vraiment souligné par le président du panier que l'intégration s'est très bien passée à la compréhension du dispositif aussi. Ensuite, il y a une perception des produits vraiment très positif sur le goût, l'odeur, même sur la diversité. Au final, là, c'est là où il y avait peut-être le plus de dire que c'était assez répétitif. Nous, on a commencé en hiver, du coup, ça a été assez peut-être un manque de diversité de produits, surtout par rapport aux habitudes alimentaires. Mais à la fois, il y avait cette critique-là et en même temps, c'était par la majorité des adhérentes valorisées en disant, en même temps, on comprend parce que c'est ça la saison, c'est ça le local. Et c'était des problématiques qui, au départ, n'étaient pas forcément très importantes dans les premiers entretiens qu'on a fait avant le démarrage de l'expérience. Et aussi, on peut noter qu'il y a une évolution de la perception du prix par rapport aux premiers entretiens qu'on a fait du coup à T0, on va dire, jusqu'à 6 mois après. Donc, globalement, la perception du prix, elle est aussi beaucoup plus valorisée. Et il y a la volonté aussi la plupart des personnes se sont inscrites à 5 €, mais il y a une personne qui est passée à 8 € au moment du renouvellement des contrats.
Et en tout cas, pour beaucoup, ils perçoivent que c'est le prix juste, même si c'est un prix pour lequel ils pourraient pas, qui ne correspond pas à leur budget, mais qu'ils considèrent comme un prix juste aussi. Et ça a beaucoup évolué par rapport au début. Voilà, sur le financement, ben, pareil, c'est le problème de la pérennité du financement. Nous, là, c'est un dispositif qu'on met en place pour 1 an, donc pour qu'il y ait aussi toutes les saisons qui passent. Mais c'est des financements généraux de la Cité de l'Agriculture. Et pour l'instant, on n'a pas de financement spécifique là-dessus. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut donner lieu à d'autres collaborations aussi. On se rend compte qu'à Marseille, il y a plusieurs types de paniers solidaires et qu'éventuellement, ce serait quelque chose à discuter aussi tous ensemble entre différentes associations pour voir comment pérenniser, passer à une autre échelle aussi de paniers solidaires au niveau de la métropole. Quoi d'autre? Après, je pourrais vous donner plus d'éléments sur les conventions. On avait un comité de pilotage du projet qui était donc composé de ces 4 acteurs, donc les paniers marseillais, le panier de la Calade, le centre social, on avait proposé à 2 bénéficiaires de participer. Il y en a une principalement qui est venue, et puis la Cité de l'Agriculture, du coup, pour faire le point aussi régulier et éventuellement prendre des décisions qui peuvent se présenter par rapport à des nouveaux adhérents ou des problèmes qui peuvent surgir. Et on a fait une convention écrite avec le centre social par rapport à la répartition des rôles et notamment sur les questions financières. Donc voilà, pour la présentation de ce dispositif, j'étais peut-être plus synthétique, mais c'est aussi pour laisser la place aux questions et mettre, et si vous avez, voilà, et puis mettre en perspective aussi ces deux projets. Du coup, si tu devais citer 2 ingrédients clés qui font la réussite de notre projet et peut-être 1 ou 2 écueils à éviter pour que du coup les responsables d'AMAP de France qui nous écoutent puissent faire avoir une idée globale de ce qu'on propose, tu dirais quoi? Sur 2 ingrédients et 2 écueils. Ingrédients, moi je dirais que c'est aussi de se connaître depuis un moment. En fait, on a lancé quand même le dispositif en décembre 2020 et nous avec Agnès, on se connaît depuis ça faisait 1 an qu'on collaborait aussi et sur d'autres événements et c'est vrai que le côté humain il est fondamental. Moi, je pense que donc de se connaître et de collaborer. Et c'est la même chose avec le centre social et les familles. Au final, ça faisait 1 an qu'on travaillait plus sur un aspect de sensibilisation qui seul paraissait très insuffisant parce qu'on peut faire toute la sensibilisation qu'on veut s'il n'y a pas d'accès à la fois près de chez soi et économique à ces produits, ça reste des implantations assez hors sol. Mais du coup, ça venait vraiment en toute cohérence avec le travail qu'on menait depuis un moment avec le centre social et ça répondait à un vrai besoin. On a eu pas mal de réunions avec les familles. En fait, les familles qui ont participé au panier dans un premier temps, c'était beaucoup de familles qui avaient participé aux ateliers et à des visites chez les producteurs, etc. Donc, je pense que c'est aussi, c'est pas, comment dire, absolument nécessaire d'avoir toutes ces activités de sensibilisation, mais parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le temps, ça ne doit pas être une obligation, il y a des personnes qui n'ont absolument pas besoin de cette sensibilisation, qui le sont déjà tout à fait, mais c'est quand même aussi une forme d'accompagnement qui est vraiment positive. Donc voilà, je dirais d'avoir des liens assez forts avec les partenaires et réguliers et de pouvoir se voir régulièrement. Effectivement, c'est un très bon ingrédient. Et d'avoir ce relais social, quoi, avec l'expertise sociale de terrain et le quotidien avec les familles. Et ça, c'est remplaçable, quoi. Enfin, voilà, c'est une expertise qu'on n'a pas. Et donc, ce lien avec le centre social était vraiment fondamental. Sur les écueils, je dirais que c'est en lien peut-être avec qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas. Je pense que la communication régulière est fondamentale. Je dirais que si nous, on a eu un petit couac, ça aurait été, à un moment, on a une adhérente qui a, mais un peu
petit, je dirais, une adhérente qui ne prenait pas régulièrement son panier, qui était régulièrement absente et qui ne prévenait pas le président, qui faisait beaucoup d'efforts pour lui amener, etc. Et finalement, il y a eu une prise de décision un peu unilatérale qu'on arrêtait son contrat. Et du coup, là, il n'y a pas eu de communication à tout le groupe, alors qu'on a un comité de suivi opérationnel. Mais voilà, ça arrive aussi. Donc, je pense juste de la communication et d'avoir un petit peu clairement établi comment on suit le projet, qui doit être informé, et d'impliquer les habitants aussi dans ce suivi, enfin les habitants, les adhérents, en tout cas des représentants des adhérents, c'est essentiel. Voilà, partage de l'information. Merci Louise. Moi, j'avais envie de vous dire aussi, au-delà du facteur humain, c'est vrai qu'avec donc la Cité de la Grille, les paniers marseillais, le centre social, on était sur un socle de valeurs communes partagées. C'est ça aussi qui fait que ça a aidé dans la fluidité des échanges. Et puis, il y a eu un concours d'agendas qui se sont croisés avec une actualité respective où, que ce soit le Secours Peuple qui a rencontré les PAMA ou les PAMA qui a rencontré la Cité de la Grille, on était tous sur nos élus respectifs associatifs qui nous disaient « là, il faut aller sur l'accessibilité élémentaire ». Et on était même avant le Covid. Et ce fait que nos structures respectives commençaient à monter en priorité cette question de l'accessibilité alimentaire, on était sur les mêmes agendas. Et donc, du coup, ça aussi, ça a aidé à ce qu'on se rencontre au bon moment avec les mêmes valeurs et les mêmes objectifs actualité. Si vous voulez profiter pour poser des questions, donc à propos des deux projets, on peut se laisser un petit temps d'échange supplémentaire. Nous avons encore un peu de temps. Geneviève, tu as repéré des questions? Il y a Martine des LADP qui a levé la main. Et je ne sais pas si tu es en train de prendre la parole, Martine, mais ton micro est fermé. Désolée. Oui, LADP, pour préciser, c'est le réseau régional des AMAP de Provence. Donc, la question que je voulais poser, que ce soit à Louise ou à Agnès ou à Hélène, je pense à vous entendre que la proximité territoriale, parce que Marseille, tout le monde se connaît un petit peu, ça facilite énormément les choses. Et est-ce que vous pensez que cette proximité a pu jouer et que le fait d'être sur un territoire, certes un peu large, mais quand même restreint, ça facilite ce type de projet parce qu'effectivement, on peut facilement faire les relais avec les gens qui sont sur le terrain et on sait qu'à Marseille, ils sont très nombreux. Oui, je pense qu'on peut répondre assez facilement qu'effectivement, ça a facilité, ne serait-ce que pour rencontrer les familles, pour monter le projet ensemble, pour… oui, sur un plan fonctionnel, le fait qu'on soit sur un territoire donné, circonscrit, si je puis dire, ça a facilité. Et voilà, après, je vois qu'il y a aussi… Mais juste pour compléter, Agnès, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, sur un même territoire, ce sont des acteurs qui sont expérimentés, pour ne pas dire experts, de deux mondes différents. Et donc, c'est la richesse de la rencontre de l'expertise des paniers marseillais et du monde agricole avec l'expertise du secours populaire et du monde de la solidarité. Et donc, la connaissance fine de chacun des partenaires, de son milieu, qui a permis de faire des ponts et puis de trouver aussi des points de rencontre auxquels on n'aurait peut-être pas pensé, mais qui en fait étaient réels et nous ont paru évidents, et ça a effectivement beaucoup facilité les choses. Peut-être on peut enchaîner du coup sur les questions du chat. On nous demande est-ce qu'il y a eu des visites chez les producteurs, les paysans? Oui, effectivement, ça faisait partie tant sur le panier de la Calade que le panier de Gibes, et ça sera partie bien sûr de l'essaimage.
d'aller faire la visite annuelle chez le maraîcher. Et puis, on espère même faire davantage de visites avec des projets d'agriculture urbaine qui permettent aussi d'aller rencontrer d'autres formes d'agriculture que celles de nos maraîchers qui sont plus périurbaines. Et la participation donc des adhérents en contrat maraîchage solidaire aux décisions de la MAP, elles sont à égalité de n'importe quel AMAPien. Aujourd'hui, on est trop dans le jus, je pense, pour pouvoir répondre sur cette question-là. Mais peut-être, Hélène, tu veux donner un petit élément. Et puis, il y a Louise qui a levé la main aussi, ou qui a applaudi, pardon. En fait, pour que le projet fonctionne, il faut que les familles se l'approprient et il faut que le besoin émane d'elles et qu'elles aient décidé qu'elles allaient le mener. Donc, nous, on fournit un cadre, on fournit des moyens, on fait tomber des freins et on permet l'accès. Mais ce sont les familles qui donnent le contenu et qui vraiment sont les acteurs principaux de l'action. C'est pas du tout, ça n'a jamais été descendant, ça n'aurait jamais marché, ça vient vraiment des familles et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et donc, quelle est la participation des personnes aux décisions? Eh bien, on a, en termes de gouvernance, on a donc des COMOP et des COPIL, 1 à 2 fois par an. Donc, COMOP pour comité opérationnel et COPIL pour comité de pilotage. Donc, comité de pilotage plutôt avec les financeurs et les partenaires et comité opérationnel avec les familles. Et donc, elles sont intégrées aux réunions, aux instances qui font des bilans, prennent des décisions, décident des orientations à venir. Les familles, elles sont vraiment au cœur des réflexions et de l'action. Et ça, c'est vraiment un point de l'expérimentation qui nous paraît essentiel, ce côté gouvernance participative. Et donc, du coup, on a vraiment cet intérêt, ce souci que ce soit le cas aussi dans l'essaimage qui démarre à présent. Moi, je sais pas, je veux bien prendre la parole aussi. Quelque chose que j'avais oublié de mentionner. C'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui est difficile et qui pose aussi question des fois. Dans le cadre du panier de la Calade, comme je disais, il y avait 17 adhérents à la base quand on est arrivé, donc avec 10 familles qui étaient en contrat solidaire. Là, on va élargir on avait une vingtaine de familles, mais c'est vrai qu'on voit la difficulté que nous a souligné le président du panier de dire que bon, bah là, du coup, on allait passer à une majorité de paniers solidaires, que c'était aussi des fois compliqué par rapport aux adhérents classiques, on va dire, qui pour certains aussi avaient des budgets restreints et que c'était très serré pour eux de réussir à payer le panier tous les mois. Et du coup, ça pouvait créer certaines tensions ou difficultés ou en tout cas questionnements de la part des adhérents plus classiques. Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de solution encore. On n'a pas assez de recul. C'est quelque chose qui est sorti très récemment. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être généré. Et je pense que ce que vous mettez en place, les paniers marseillais, maintenant, d'avoir 4 ou 5 paniers solidaires dans les 8 paniers identifiés, ça permet aussi d'avoir peut-être un équilibre plus vertueux. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est du coup 2 expériences très différentes, en fait, le Secours Pop et ce qu'on a fait à la Calade en termes de type de panier, quoi, et des adhérents aussi présents. Juste une précision pour notre prise de notes, et après, c'est une petite parenthèse. On n'est pas d'accord, on se questionne avec Bénédicte qui prenons les notes. Si c'était, en fait, au départ, c'était un groupe de 17 adhérents et il y a eu 10 personnes en plus, c'est ça? Oui, d'un coup, en fait, il y a 10 personnes supplémentaires qui sont arrivées voilà, dans le centre social avec un tarif solidaire. Okay. Donc, c'est vrai que ça a fait un grand changement, en fait, dans la map de manière assez abrupte. Et d'ailleurs, on me dit qu'il y a le président de la map du groupe qui est là. Peut-être lui donner la parole. C'est exactement lui. Il pourra mieux le dire que moi. Je me doutais que ça allait être mon tour. Donc, Patrick Pugeot, je suis le président de la map de la Calade. Excusez-moi, j'arrive un peu en cours, donc je ne sais pas trop ce qui a été dit, mais c'est pas grave. Donc, je vais rebondir sur l'intervention de Louise.
alors, je pense qu'on était un peu plus que 17 familles, en fait, mais ça ne change rien au problème. Donc, et il y a eu d'un coup 8 familles qui se sont rajoutées. Donc, nous, ça nous a fait grandir en termes de taille, en termes aussi de chiffre d'affaires pour l'agriculteur. Et après tout, on est là avant tout pour défendre l'activité de l'agriculteur. Et donc, ça a fait du bien à notre panier, qui est un petit panier. Et dans les quartiers nord de Marseille, c'est difficile de faire vivre des paniers bio, locaux, solidaires, etc. Tout ça, c'est pas forcément les préoccupations premières des habitants des quartiers qui sont des quartiers en difficulté. Donc, cette opération, on l'a vu effectivement avec un très bon œil parce que, d'une part, ça permettait de raccrocher une partie de la population à nos activités. Et en plus, bien, le lieu de distribution, visuellement, on voit la cité qui est concernée, hein, elle est juste en face. Et donc, c'était très, très bien. Alors, je pense qu'on était un peu plus de 17 à l'époque. On devait être 25, un truc comme ça. Et donc, on a eu 8 familles qui sont arrivées. Je pense que le problème qu'a évoqué Louise est un problème qui existe, mais ce n'est pas le problème principal en fait, que l'on rencontre. Le problème que l'on rencontre, c'est un problème de pérennisation de l'activité. À savoir donc que globalement, au jour d'aujourd'hui, donc nos effectifs, ils ont encore continué un petit peu à grandir, et il y a un tiers de nos adhérents qui sont donc dans l'opération panier solidaire. Et si demain le financement de cette opération venait à s'interrompre, eh bien d'un coup, notre agriculteur perdrait, je pense, très honnêtement, je pense qu'il perdrait un tiers de ses paniers parce que, mis à part une ou deux personnes, je pense que les gens ne pourraient pas financièrement continuer à acheter un panier au tarif normal. Je pense qu'ils sont tous convaincus que les légumes sont bons, que c'est quelque chose de génial, qu'ils en profitent, etc., etc. Mais sans l'aide qui finalement prend en charge un peu plus des 2 tiers du prix du panier, eh bien, ils ne pourraient pas le faire. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, j'aurais peut-être sur les 12 qui sont en ce moment dans l'opération, j'en aurais peut-être 1 ou 2 personnes qui continueraient. Et c'est tout. Donc, ça, c'est si je devais faire une matrice SWOT de l'opération, je pense que je mettrais le péril le plus important, il est là, en fait. Donc, autant il y a énormément d'avantages et d'intérêts dans cette opération, autant il faudrait arriver à sécuriser le financement de l'aide. Et donc ça, c'est Louise et c'est Agnès qui travaillent sur ces choses-là. Hein. Et c'est ça le vrai danger dans l'opération, le vrai risque de l'opération. Sinon, je sais que dans d'autres AMAP, il y a des mécanismes de solidarité qui sont mis en place. C'est sûr que si on avait par exemple une centaine d'adhérents dans notre panier, on pourrait mettre en place un mécanisme de solidarité qui permettrait d'en financer quelques-uns de plus. Mais là, on reste quand même une petite AMAP, hein, enfin un petit panier. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais bon, un petit panier en tout cas. Et donc, on n'a pas de quoi en interne financer ça. Surtout que parmi mes adhérents standards, comme le disait Louise, il y en a quelques-uns qui vivent avec enfin, peut-être pas des minima sociaux, mais qui en sont pas très, très éloignés, quoi. Il y a des petites retraites, il y a des choses comme ça. Il y en a qui sont fonctionnaires, mais dans des échelles de la fonction publique relativement basses. Donc, les gens n'ont pas des revenus extraordinaires. Et donc, je sais que même s'ils en avaient envie, ils le feraient pas facilement encore. Donc voilà un petit peu la situation sur cet aspect-là. Il y a d'autres questions que vous souhaitez poser à Louise ou Patrick sur le projet
que nous vivons depuis 6 mois sur le quartier Campagne-l'Évêque dans le 15e. Oui, moi j'avais posé la question sur le chat. C'était ça, mais ouais, s'il y avait des Amapiens qui faisaient partie là, des 17 ou des 25 qui finalement seraient peut-être aussi intéressés par des tarifs réduits, quoi. Mais tu en as un peu, voilà, c'était lié à des aléas de la vie hein, ou lié au Covid, ainsi de suite, et que finalement, voilà, mais tu en as en partie répondu en disant que déjà, il y avait des petits, pas forcément des gros revenus de manière générale. Alors, j'avais il y a 1 an à peu près une adhérente qui vivait sur les minima sociaux. Donc, malgré ça, elle payait le tarif plein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de solution. Là, elle a déménagé parce qu'elle vivait dans une maison qui était invivable. Donc, elle a été relogée. Elle a été relogée suffisamment loin pour qu'elle ne puisse plus venir. Elle n'avait pas de voiture, elle circule à pied, donc elle peut plus venir. Donc, elle a quitté le panier. Mais je pense que si elle était toujours parmi nous, je l'aurais réorientée vers le centre social parce que typiquement, elle avait le profil pour être aidée, en tout cas. Après, le centre social nous envoie des personnes qui fréquentent le centre social, c'est-à-dire des gens qui sont déjà connus du centre social, et d'ailleurs qui se connaissent très très bien, ce qui fait que dans notre panier où il y avait déjà une bonne ambiance, maintenant il y a une vraie ambiance marseillaise. Ça parle, ça discute, les gens se connaissent beaucoup plus qu'avant, et ça a mis de l'ambiance très très quartier quoi dans notre panier. Donc ça c'est bien, ça c'est très très bien. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Super. Et dans la suite, il y a la question de Julia. Avez-vous eu des demandes supplémentaires de familles qui souhaitaient faire partie du projet, qui sont venus directement vous voir avec le bouche à oreille, justement, parce qu'en AMAP, c'est un peu ça le principe. On en parle et on ramène ses voisins, ses copains, sa famille. Et du coup, voilà. Est-ce que… Alors, j'ai eu de tout, mais vraiment de tout. Par exemple, un jour, on m'a demandé, mais est-ce que vous êtes Coluche? D'accord, bon, voilà, est-ce que vous êtes Coluche? Alors, il y a beaucoup de gens qui passent donc moi, les gens qui passent dans la rue, moi, je les traite comme des adhérents normaux. C'est-à-dire, c'est pas moi qui m'occupe de la partie sociale qui passe par le centre social de Campagne-l'Évêque. Par contre, alors il y a des gens qui passent et donc je leur explique le principe, etc., les coûts, etc. Et puis je sais très très bien que certaines personnes à l'avance ne vont pas pouvoir, ça se voit hein, dans le quartier. Et quand je sens que potentiellement la personne est vraiment très intéressée, mais que financièrement ça peut pas le faire, je leur dis vous pouvez aller voir à Campagne-l'Évêque s'ils peuvent faire quelque chose pour vous. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas grand monde qui est allé à Campagne-l'Évêque voir si ça pouvait le faire. Par contre, à Campagne-l'Évêque, il y a déjà un réservoir de personnes suffisamment grand, hein, et donc je crois qu'ils ont une pseudo liste d'attente parce que à l'heure actuelle, moi, je ne souhaite pas, pour les raisons que j'ai évoquées au début, hein, je ne souhaite pas qu'il y ait trop de personnes de Campagne-l'Évêque parce que ça risque de nous fragiliser. Donc, je souhaite recruter des adhérents normaux et puis dans une certaine proportion qui est à peu près d'un tiers, des adhérents de Campagne-l'Évêque. Donc, au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens de Campagne-l'Évêque qui pourraient nous rejoindre et qui sont sur liste d'attente. Et dès que je récupère des adhérents sur standard, j'ouvre des postes. Et notre agriculteur est tout à fait partant pour cette solution parce que ça lui permet aussi d'avoir un lissage de charges de manière à ce qu'il n'y ait pas d'un coup 10 personnes qui arrivent. Quoi. Voilà. Geneviève, tu as repéré d'autres questions Non, pour l'instant, il y a des remerciements de personnes qui partent. Voilà, donc oui, avec Hélène, on avait repéré une question. Tu voulais rebondir dessus peut-être? La question, c'était est-ce que c'est nécessaire de créer d'abord une AMAP pour des personnes en précarité avant d'intégrer les familles dans des AMAP existantes?
Je pense que nous, ça a été un cheminement logique et qu'on n'aurait pas pensé à l'essaimage, donc l'action d'intégrer 4 à 5 familles dans des paniers de quartier existants. En fait, ça a été une deuxième étape logique, mais ce n'était pas quelque chose qui était envisageable, même pour moi, salarié du Secours Pop, avec des ressources et qui prend mon panier à 15 €. En fait, c'était trop éloigné. Enfin, il a fallu un temps de réflexion et d'expérimentation qui nous a amené à voir que c'était possible et ensuite à voir que c'était possible de le faire évoluer vers une action mixte. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Patrick, la mixité, je pense que c'est aussi une clé de réussite et que c'est vraiment ce qu'il faut viser parce qu'il y a des actions de solidarité, très bien, mais elles sont dépendantes financièrement. Et la mixité, c'est ce qui, sans doute, va être une grande part de la réussite, de la pérennisation de nos actions. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et nous ne faisons aucune différence sur le terrain entre les gens qui sont de campagne d'évêque et les gens qui sont en contrats normaux. Le seul moment où ça se voit, c'est au moment où on renouvelle les contrats, parce qu'il y a des gens qui renouvellent les contrats, mais pas sur place chez nous, ils le renouvellent au centre social. Mais mis à part ça, il n'y a absolument aucune différence. Je réponds à la question de Bénédicte sur comment on met en place un système de générosité, de participation des AMAPiens en contrat classique pour soutenir donc les AMAPiens sur les contrats solidaires. Donc effectivement, dans le cadre de l'essaimage, on a imaginé des différentes formules de contribution pour nos autres AMAPiens qui voient leurs maraîchers participer au projet, voient de nouvelles familles intégrer les paniers. Et donc, du coup, on a mis en place un contrat de 1 € de plus par semaine, donc un contrat de soutien. Et du coup, ils décident de payer 18 € le panier au lieu de 17, ce qui fait que le maraîcher a 4 € par mois de plus, fois X adhérents qui participent au projet, ça fait une enveloppe. Et donc, c'est une première façon de contribuer directement en donnant sa contribution d'achat de la partie du panier de légumes de ces familles solidaires aux maraîchers. Pour ceux qui ont souhaité faire des dons directs, c'était possible aussi. Il y en a qui ont fait des chèques directement au Secours populaire pour avoir la déduction fiscale. Il y en a d'autres qui sont moins concernés par les questions des impôts et qui ont fait des dons directement à l'association des paniers marseillais et qui nous permet d'avoir des fonds propres costauds face au financement public. Et donc là, on est en ce moment même en train de finaliser la communication pour expliciter tout ça et lancer une nouvelle campagne de communication. Et l'OASO, à partir de la semaine prochaine, adopte un panier pour l'essaimage. Donc ça, c'était le volet un contrat de soutien à 1 € de plus qui se met en place. On a déjà 4 paniers sur nos 30 paniers qui ont mis en place ce contrat-là et on a déjà près de 70 AMAPiens qui ont souscrit à ce contrat 1 € de soutien. Donc, on est assez content pour ce démarrage. D'autant qu'il y a des paniers qui renouvellent en octobre et donc on a probablement 4 ou 5 paniers du réseau qui, au changement du contrat en octobre, proposeront aussi cette formule-là. Et ce sera autant d'autres AMAPiens qui participeront au projet. Il y en a qui nous ont dit oh, c'est compliqué, on ne comprend pas. Et puis à partir du moment où ils ont vu les familles arriver, où ils ont écouté les bénévoles solidaires PAMA expliquer le projet, etc., ils ont dit ah oui, d'accord, oui, c'est intéressant. Et hop, ils sont rentrés dans la boucle de générosité auprès des autres. Peut-être je voulais vous faire aussi un point sur la répartition des rôles. Je crois qu'Hélène en a parlé, Louise aussi. Ce qui est important quand on est comme ça sur des projets partenariats, c'est que chacun ait conscience des rôles qu'il porte. Et donc, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques, si ça vous a semblé suffisamment clair. Mais moi, ce que je m'étais noté de vous dire, c'était que pour le projet avec le Secours populaire, le rôle de la salariée au Secours populaire, c'était vraiment ce lien avec les familles impliquées.
Et ça passe par être présente sur la distrib lors de l'émargement, la collecte des paiements, organiser les ateliers mensuels, la visite à la ferme, les ateliers cuisine, etc. Et puis faire tout le suivi un petit peu financier du projet avec la trésorière de la Fédération du Secours Populaire. Donc tout ce volet accompagnement des familles et ce suivi administratif et financier. Ça a été porté jusqu'à présent sur le panier de GIB par le Secours Pop, et la partie portée par notre réseau d'AMAP, les paniers marseillais, ça a été une présence très régulière d'une de nos administratrices, Claudette, sur les distributions pour être dans de la pédagogie, de la répétition. C'est pas le maraîcher qui fait les pesées, c'est nous. On aide au déchargement, mais on reste aussi jusqu'à la fin pour aider au rechargement et à passer le petit coup de balai, pour laisser les lieux propres, ce genre de choses qui peut-être des fois pouvaient se déliter. Donc cette présence de bénévoles qui, je dirais, sont un peu nos aînés, nos anciens, et sont là pour faire la transmission des codes culturels de comment ça se passe dans nos AMAP. C'était important, c'était une parole d'amapienne bienveillante. Voilà, pour la calade, je ne reviens pas dessus parce que Patrick a été très clair sur toutes les missions qu'il a assurées. Merci Patrick. Et puis pour les SEMAGE, c'est vrai qu'à l'issue de cette formation qu'on a fait début mai, on a du coup fait un petit livret de ce module de formation, et on va le mettre bien sûr au pot commun pour que via le Miramap, si vous êtes intéressé, vous puissiez en avoir accès bien sûr. Et on travaille également sur d'autres fiches méthodos comme ça pour être dans la mutualisation d'expériences avec vous. Quelques autres petits points peut-être, parce que je vois l'heure qui tourne et que je profite d'avoir le micro pour donner d'autres idées que j'avais notées en synthèse à vous transmettre ce soir. On a parlé beaucoup de l'interconnaissance, mais ce que je voudrais dire, c'est que sur le projet avec le Secours Peuple en particulier, on était vraiment sur du copilotage. Ça a beaucoup dérouté nos financeurs, parce qu'ils voulaient, non mais c'est qui prend les sous, c'est qui porte le projet. Et on est copilote, on est à égalité. Et je crois que ça aussi, ça a favorisé le fait que chacun se sente partie prenante du projet et soucieux que ça réussisse, que ça aboutisse, que ça aille jusqu'au bout. Donc, c'était quelque chose que je voulais mentionner. C'était important. À chaque fois qu'on allait dans des rendez-vous où la deuxième ne pouvait pas être là, on mentionnait le fait que le projet était copiloté. Après, on est deux associations. Il s'avère que le projet il a été porté par 2 salariés, et donc il y a eu tout ce travail aussi de faire valider à nos CA respectifs, à nos conseils d'administration respectifs, les différentes étapes du projet. Ça aussi, ça fait partie des temps incompressibles, il me semble, pour que le projet soit une réussite et soit porté par tous les maillons de l'association, et pas simplement les maraîchers impliqués, les paniers de quartier impliqués, mais aussi par le conseil d'administration. Et ça a nécessité des débats, parce que je me souviens discuter avec Christine, la trésorière du Secours Populaire, qui me disait qu'au sein de votre CA, ce n'était pas toujours évident. Moi, des fois, j'avais des questions, mais comment ils sélectionnent les familles, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de gruger? Alors, il fallait revenir sur le principe de l'accueil inconditionnel, etc., sur la base de la confiance. Donc, c'est vrai que on a eu aussi un travail en interne de sensibilisation, d'information, de suivi du projet auprès de nos propres élus associatifs. Et juste, si je peux rajouter un petit truc sur ça, c'est que là, maintenant, tout le monde en parle de l'accessibilité alimentaire, le grand public, et du coup, y compris nos conseils d'administration respectifs. Mais il y a 5 ou 6 ans en arrière, c'était moins un sujet vraiment au devant de la scène et dans les discussions. Et c'était des personnes militantes, motivées et conscientes du besoin, dont font partie Agnès et moi, qui ont dû aller convaincre d'autres personnes des comités, alors chez nous, ce n'est pas un conseil d'administration, mais c'est l'équivalent, de la nécessité de passer ce temps-là pour le bien des familles, pour arriver à monter ce projet. Et effectivement, ça ne s'est pas fait toujours dans la douceur. Mais bon, la suite a prouvé qu'on avait raison. Moi, j'étais soutenue par mon président de l'époque, pour qui c'était son mandat, c'était
voilà, sa mission. Il avait candidaté au poste de président de l'EPAMA avec cette volonté vraiment de développer des projets d'accessibilité. Donc, du coup, il a su expliciter aux autres administrateurs pourquoi il mettait tant d'heures salariées sur ce projet-là et pas sur le développement du circuit court, sur l'appui aux bénévoles, sur l'appui aux paysans. Mais c'est vrai qu'il y a eu des remarques. Mais pourquoi Agnès, elle passe tant de temps sur ce projet alors que le cœur de notre projet, c'est du développement du circuit court est ailleurs. Donc, il y a eu aussi une pédagogie à faire en interne. Autre clé de réussite, ingrédient de ce projet, c'est que de ces projets, c'est qu'il y a eu dans la méthodologie un souci de tenir les dates. Et ça peut paraître anecdotique, mais le fait qu'on ait régulièrement fait des points d'étape à 2 entre salariés ou à 4 salariés et administrateurs bénévoles qui suivaient le projet, ça a permis vraiment de suivre les dates clés du projet pour ne pas laisser passer notamment les temps de gouvernance participative. Parce que, vous l'avez compris, il y a plein d'échelons, les échelons fédés régiaux, les échelons quartiers, antenne du Secours PEP, panier de quartier, que ce soit à la Calade ou que ce soit à Gibes. Et donc, du coup, il fallait trouver un moyen pour que on ne passe pas à côté de la participation et qu'on permette vraiment à chacun d'avoir ses temps de participation dans le projet. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que l'expérimentation a vraiment montré comme une réussite. Et sur les recherches de financement, on a aussi dans ce travail commun fait attention à dès qu'on chopait une info sur un financement qui sortait, hop, on le partageait, on en informait l'autre et on se répartissait qui fait le dossier, qui quoi. On avait des dossiers partagés avec des éléments pour postuler dans les délais qu'il fallait. Moi, à cette époque-là, je n'avais pas de collègues et donc j'avais vraiment cette sensation d'être collègue sans frontières avec Hélène. Et des fois, je faisais des appels à candidature où j'étais Secours Pop, comme si j'étais salariée Secours Pop, parce que le portage administratif et financier sur Gibes, c'était Secours Pop. Et des fois, il y a eu des choses comme ça un peu anecdotiques, mais qui participent au lien. Et voilà, vous l'avez compris, la circulation de l'information, la recherche du financement conjointe. Je me souviendrai aussi de Louise qui m'appelle, qui me dit « Il y a un projet, comment on fait? Viens, on se retrouve. » C'était fait un beau bout et on avait parlé de tout ça pour essayer d'avancer sur le projet ensemble et essayer de lever des fonds. Ensuite, dans les dernières petites choses, et je ne serai pas plus longue, il y a une question de posture. On a beaucoup fait au début, après on a donné ça dans les mains de nos bénévoles, de nos paysans, et après on a été en observation et en écoute de comment les paysans vivaient les choses. Vous l'avez entendu à travers Willy Lénadier lors du webinaire de mars, comment nos bénévoles vivaient les choses. C'est vrai qu'avec Louise, on a souvent fait des points d'étape avec Patrick pour savoir comment ça se passait. Et cette écoute, cette observation a permis vraiment à ce que on soit à l'écoute des ressentis de chacun et que chacun trouve sa place à travers son rôle et que ça se maille bien ensemble. Voilà, c'est vrai qu'on se partageait des « Ah, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi » ou à tes côtés, j'ai appris plein de choses. Moi, je me souviens la première fois que Hélène m'a fait un topo sur l'aide alimentaire en France, mais je suis tombée des nues de savoir qu'il y avait des boîtes qui fabriquaient des produits spécialement pour l'aide alimentaire de très basse qualité. Des choses comme ça, c'est vrai que en dehors de ce projet-là, j'aurais jamais pu le savoir, par exemple. Donc ça, c'était une dernière petit témoignage personnel. C'est un business, hein, l'aide alimentaire. Ça introduira peut-être le sujet de la dernière webconf sur les financements. Là aussi, je ferme la parenthèse. Mais tu fais bien parce qu'en même temps, il nous reste 10 petites minutes. On a la coutume pour le coup, dans ces cycles, ce cycle de tenir le timing. Ce n'est pas toujours le cas dans d'autres réunions, mais voilà, du coup, je me dis que est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe ou un participant qui souhaiterait exprimer un petit mot ou partager
un regard sur ces presque 2 heures, mais en tout cas une heure et demie avec, avec Agnès, Hélène et j'ai oublié ton prénom, et Louise, je crois. Voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que, Emmanuel, pour les AMAP de Provence, tu veux prendre la parole pour évoquer la prolongation de l'essaimage dans les Bouches-du-Rhône avec un rapprochement de nos 2 réseaux? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend bien, Emmanuel. Ça marche pas très bien. Ah, bah, c'est merveilleux. Oui, du coup, nous, en fait, on se nourrit depuis quelques semaines et on espère que ça va être confirmé de cette expérience, de ces expériences qui vous ont été décrites là. On a déposé un dossier, on espère avoir l'appel à projet pour en fait en gros bénéficier de toute la méthode qui a été développée par le Secours Pop et les paniers marseillais à Marseille pour essaimer les paniers solidaires dans des AMAP qui sont adhérentes à notre réseau, hors du territoire de Marseille et hors du 13, tout simplement. En espérant que les financeurs publics soient d'accord avec cette idée. Réponse attendue dans les 4 jours, à peu près, donc le suspense est à son comble. Voilà, donc nous on est ravis, ça fait pas mal d'années qu'on était voisins sans trop se parler, là on est ravis de se lancer dans une coopération opérationnelle parce qu'en fait on a des métiers et des visions des rôles des réseaux qui sont complémentaires et donc sur lesquels on peut beaucoup s'apporter en termes de suivi des paniers ou AMAP. Je pense que je vais pas développer plus, on verra. Tu nous raconteras dans quelques mois. Voilà. À la 2e phase du cycle, on ne sait, voilà. On va voir pour la suite, mais on sait qu'on va continuer. Il y a Sophie, Sophie de l'AMAP Paz Solidaire qui demande la parole. Oui, Sophie, il faut rallumer le micro. Hein. Je suis en train de... Voilà, je l'ai activé. Oui, bonjour. Ouais, je peux peut-être activer la vidéo aussi, c'est plus sympa. Bonjour. Nous, on a aussi mis en place un dispositif solidaire un peu de même nature, c'est-à-dire avec des subventions et des paniers qui sont passés de 17 à 5 € et de 8,50 à 3 € à 2,50 €. Ça, c'est à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. On a environ 8 ou 9 paniers pour un nombre total d'une quarantaine d'adhérents, en gros, je crois. Bon, mais la question en fait que je voulais poser, c'est que je vois dans votre dispositif que vous travaillez très étroitement avec le CCAS, les assistantes sociales, etc. C'est-à-dire que vous vous adressez à des familles qui sont en très grande difficulté matérielle, c'est-à-dire autour du RSA. Nous, on s'était dit que ces familles-là étaient très souvent déjà, enfin, il y avait beaucoup de dispositifs qui existent pour aider ces familles, mais qu'il en existe d'autres qui sont dans une frange intermédiaire et qui sont un peu un angle mort des aides et des soutiens, notamment, alors typiquement, par exemple, une famille ou une mère de famille, famille monoparentale qui gagne un SMIC et voilà, qui élève ses 2 enfants, quoi. Donc, nous, notre critère, qui est un critère du coup plus complexe, il me semble, enfin je sais pas, vous allez nous donner votre retour, mais notre critère, c'était non imposable. En fait, considérant qu'à partir du moment où les familles sont non imposables, elles sont souvent certainement en difficulté pour acheter du bio régulièrement, quoi, et qu'elles pourraient le vouloir. Donc, en fait, voilà, c'est que je me dis que là, du coup, cette orientation sur des familles qui sont vraiment déjà dans des dispositifs d'aide sociale ne permet pas d'accéder à d'autres familles qui seraient peut-être
pourtant aussi dans le désir de, peut-être plus même d'ailleurs, parce que moins dans des situations de vraie urgence, dans des situations de grandes difficultés diverses, seraient peut-être en mesure d'accéder à ces paniers. Donc, nous, on a les deux, en fait, hein. On a des familles RSA, par exemple, mais on a aussi des familles qui sont, voilà, qui sont en difficulté matérielle, c'est juste au-dessus du seuil de pauvreté, quoi. Voilà, je voulais savoir ce qu'il en était. Est-ce que vraiment vous adressez que à ces familles qui sont dans la zone de grandes difficultés matérielles? Et tenter de donner des éléments de réponse. Pour le secours populaire dans les Bouches-du-Rhône, donc, je disais au démarrage, on pratique l'accueil inconditionnel. On considère qu'une personne qui passe la porte, c'est qu'elle a besoin. Donc, on lui demande, on constitue un dossier, effectivement, mais c'est sur la base du volontariat. Nous, on a besoin d'avoir des informations sur les familles qu'on accueille. Donc, on a un logiciel qui recense les familles qu'on accueille, mais aussi l'ensemble de nos activités et aussi notre compta, enfin. Et ça, c'est interne au secours populaire et c'est complètement confidentiel. Mais on ne calcule pas le reste à vivre, on ne cherche pas à savoir si cette famille est dans l'indigence totale ou si c'est un travailleur pauvre. Enfin, si on cherche à le savoir, mais ça n'est pas un critère en fait. Par contre, pour ce projet spécifique-là, alors, pardon, excusez-moi, je suis confuse. Ça n'est pas un critère, c'est-à-dire que si cette personne vient demander une aide, on la lui fournit. Et pour ce projet-là, par contre, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que ça, en fait, ça exclut les familles qui sont les plus en précarité. Et nous, là, on a des réflexions sur l'indigence, c'est-à-dire que certaines familles qu'on accueille ne sont plus dans la pauvreté, la précarité, la grande précarité, mais elles sont dans l'indigence totale. Et ces familles-là, on les accueille et il existe des dispositifs qui ne sont pas à la MAP parce que la MAP, ça n'est pas accessible pour ces personnes-là. Déjà, il faut que ce soit des personnes qui aient un toit sur leur tête, une cuisine et qui aient donc cette capacité à engager une dépense sur 6 mois. Ce qui n'est pas le cas d'un très grand nombre de personnes qu'on accueille. Donc, en fait, je pense que justement, parmi les personnes qui sont dans la MAP de la Fédération des Bouches-du-Rhône, je fais très vite, on a des travailleurs pauvres. Parce que, alors on dit travailleurs pauvres, mais effectivement, des familles qui ont un SMIC pour une famille complète, et on sait très bien que ça ne suffit pas. Mais par contre, on n'a pas des personnes qui sont dans une très grande, dans l'indigence totale. Donc, je dirais que les dispositifs se complètent, les actions se complètent, et il faut les adapter aux personnes qu'on accueille, aux situations des personnes qu'on accueille. Ok, merci. Oui, parce qu'en fait, c'est tout le problème, quoi. Dans les familles dans l'indigence totale, il me semble que pour le coup, nous, on a des familles, puisque c'est la Seine-Saint-Denis, on a des familles qui sont en hôtel, etc. Bon, ça a pas vraiment pris, parce que soit elles n'ont pas ou elles n'ont que difficilement accès à des cuisines, hein, des cuisines collectives, soit parce que la question de l'alimentation et l'arrivée de légumes en quantité à cuire, etc., c'est une question très secondaire pour elle, quoi. C'est-à-dire que la grande indigence, quand même, hein, elle a souvent d'autres priorités, quoi, il me semble. Là, nous, c'est le constat qu'on a fait, en fait, hein, c'est que les familles les plus fragiles, très, très fragiles à ce stade-là, sont pas très... voilà, ils sont pas dans une démarche inclusive non plus. Enfin bon, voilà, c'est pas leur... elles ont d'autres urgences. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Louise, un petit mot et puis ça sera le mot de la fin. C'était juste pour répondre à cette question-là sur cet autre dispositif. Du coup, nous, on passe par le relais du centre social pour identifier les familles. C'est vrai que ça peut être assez divers, mais c'est pas mal de personnes qui sont soit seules avec des minima sociaux ou personnes âgées, ou familles avec un revenu dans la famille, mais familles nombreuses. Donc, c'est des petits revenus aussi. Voilà, plutôt. Et du coup, des familles aussi qui ont une cuisine, un logement, etc. Aussi, quoi, qui peuvent cuisiner. Voilà, c'est juste pour préciser. Merci à tous. Alors, s'il y a encore peut-être des questions ou des demandes, ce sera peut-être à la prochaine rencontre, tout simplement. Du coup, merci Agnès, merci Hélène, merci Louise
Merci Sylvia, et puis à toutes celles et ceux qui ont posé des questions, pris la parole ou exprimé aussi des remerciements aux organisateurs de cette soirée. Le prochain rendez-vous, ce sera le... Zut, c'est quand? Le 7 juillet. Le 7 juillet, donc toujours à 18h30. Et ce sera sur le thème de l'argent, comment se finance la solidarité. Donc, comment la financer? Alors, on va essayer de trouver un intervenant qui a une approche un peu macroéconomique des questions de financement sur l'aide alimentaire, mais aussi sur peut-être... moi, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui peut nous parler justement du financement des initiatives alternatives. Et puis, on va voir comment mobiliser aussi à partir, il y aura aussi les Hauts-de-France qui vont témoigner, le réseau des AMAP Hauts-de-France qui vont intervenir, parce qu'eux aussi, ils ont monté... ils ont pas mal réfléchi à comment financer et comment pérenniser cette solidarité au sein de nos AMAP et de nos réseaux, donc avec la création d'outils financiers et de collecte de dons. Donc, on continuera à partager des expériences en AMAP, en réseau d'AMAP, et puis on espère vous retrouver nombreux et nombreuses. Voilà, j'ai dit. Merci à toutes et tous et à très bientôt. On s'arrête là? Ok, bye bye.